Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Avec une journée boursière qui marquera la fin de cette semaine, la fin du mois boursier également. C'est une journée d'échéance mensuelle pour les produits dérivés, les contrats futurs sur indice. Et une journée qui sera marquée par de nombreux éléments d'information sur le plan des politiques monétaires et sur le plan de la macro américaine notamment. Pour la politique monétaire, une des réunions à suivre aujourd'hui, c'est celle de la Banque Centrale Européenne avec la conférence de presse de Christine Lagarde à suivre en début d'après-midi. Nous évoquerons ce sujet spécifiquement dans quelques instants avec Frédéric Ducrozet qui sera en visioconférence depuis Genève avec nous chez Pictet Wealth Management. Et puis sur la partie macro, après l'inflation américaine, le CPI US pour le mois de mars à 8,5%, on le rappelle, publié en début de semaine. Nous aurons des indications sur le moral et le baromètre de consommation aux États-Unis avec des ventes au détail qui sont attendues en progression sur le mois de mars à plus 0,6% et même en accélération par rapport à la publication du mois de février qui était de 0,3%. Et puis indicateur suivi également, celui du moral du consommateur américain tel que défini par l'Université du Michigan qui sera publié également cet après-midi. Du côté des entreprises, je vous rappelle qu'on a entamé symboliquement la période de publication de résultats et de chiffres d'affaires pour les entreprises américaines et européennes. À Paris, ce sont Hermès et Publicis aujourd'hui qui sont sous les feux de la rampe avec une publication chez Hermès qui est plutôt rassurante, une croissance organique supérieure à 27%, impeccable de ce point de vue-là. Hermès qui confirme par ailleurs ses objectifs, des objectifs qui ne sont pas quantifiés mais qualifiés, soit une croissance organique qui sera ambitieuse à moyen terme, estime le management d'Hermès, malgré les incertitudes géopolitiques, économiques et monétaires du moment. Le titre Hermès réagit positivement à cette publication. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis, je vous le rappelle, journée technique dite des 3 sorcières avec les échéances mensuelles à suivre et l'expiration du futur CAC pour le mois d'avril à 16h30 cet après-midi. Et des indices européens qui se maintiennent sur des niveaux de prix relativement neutres, au-delà de 6550 points par exemple pour le CAC 40 qui est dans le vert à mi-séance. Les infos clés avec Alix Nguyen. Un soupçon de vert à Paris en attendant la BCE dans un contexte où la tendance est globalement au resserrement, qu'il s'agisse des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande ou nouvellement de la Corée du Sud. Le Conseil des gouverneurs de la BCE publiera donc son communiqué de politique monétaire à 13h45, suivi à 14h30 de la conférence de presse de Christine Lagarde. Pour rappel, à l'occasion de sa dernière réunion de mars, l'institution avait choisi d'accélérer la normalisation de sa politique monétaire. Elle avait surpris en préférant s'attaquer à l'inflation plutôt que de temporiser en attendant de constater l'impact de la guerre en Ukraine sur la croissance. Ce jeudi, le marché se concentrera donc sur le moindre signe indiquant un tournant encore plus sévère. En Asie, les marchés ont progressé ce matin entraînés par Wall Street, mais aussi par la hausse d'1,3% du CSI 300 chinois. Les autorités du pays ont clairement laissé entendre que des mesures de soutien à l'économie sont envisagées. Celles-ci pourraient comprendre un abaissement du taux de réserve obligatoire des grandes banques, une annonce dont bénéficie le titre d'ArcelorMittal en nette hausse. S'agissant du reste des valeurs à suivre, aujourd'hui, Hermès progresse franchement. Les ventes du groupe ont atteint 2,76 milliards d'euros au premier trimestre, soit une progression de 33% par rapport à la même période en 2021, et ce malgré la guerre en Ukraine et les confinements en Chine. Pour rappel, début mars, Hermès a été le premier groupe de luxe à décider de la fermeture de ses magasins en Russie. On retient aussi que ce premier trimestre s'est trouvé porté par la région Amérique avec un bond de 44% à taux de change constant. Les autres valeurs liées au luxe suivent le mouvement à l'image de Kering, LVMH et L'Oréal. On note aussi le rebond de Rémy Cointreau et de Pernod Ricard. Et puis en hausse à l'ouverture, le titre de Publicis aussi. Désormais, au premier trimestre, le groupe affiche une croissance de 10,5%. Il n'a toutefois pas revu ses prévisions pour l'ensemble de l'année du fait d'incertitudes économique. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et
Et c'est donc un jour de réunion pour le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne avec une communication attendue en début d'après-midi. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup. Vous avez écrit votre traditionnelle note juste avant la réunion de la BCE. Si je traduis votre état d'esprit, Frédéric, c'est l'idée que chat échaudé craint l'eau froide et qu'il faut peut-être mettre un peu de côté les aspects macroéconomiques pour comprendre aujourd'hui et depuis quelques mois maintenant le discours et la volonté affichée par la Banque Centrale Européenne de normaliser le plus rapidement possible. Oui, surtout après 2 réunions qui ont été un peu surprenantes, de par le ton en tout cas et de l'accélération, comme vous venez de le dire, du rythme de normalisation monétaire, alors même qu'on faisait déjà face à une incertitude très élevée en Ukraine, qu'on est toujours dans cette situation d'entre-deux, malheureusement, et qu'on ne sait pas s'il y aura un embargo total sur l'énergie, ce qui changerait le scénario de la BCE. Aujourd'hui, après des décisions qui ont été prises, et notamment le fait que le rythme des achats de dette au 3e trimestre, ce qui est crucial en réalité pour toute la séquence ensuite de la normalisation, ce rythme est devenu dépendant des données dans le communiqué de la BCE. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de prendre une décision aujourd'hui qui irait dans un autre sens ou qui accélérerait encore ce rythme. Il sera dépendant des données. Les données sont ce qu'elles sont. Elles sont pour le moment de façon sans aucune ambiguïté négative pour l'activité et négative pour l'inflation. C'est un arbitrage que la BCE devra faire dans les semaines qui viennent. On a compris que la pression politique sur le Conseil des gouverneurs était monumentale aujourd'hui pour resserrer la politique monétaire. Ça restera l'objectif. Mais vous aurez, je pense, toute la série des adjectifs qualificatifs, graduels, flexibles, optionnalité, qui seront à nouveau collés au communiqué. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il ne devrait pas changer. Je reste prudent, j'ai eu tort sur les 2 dernières réunions de la BCE. Oui, quand vous dites je reste prudent, le risque, c'est d'avoir une tonalité toujours plus agressive, y compris après quasiment 2 mois de guerre en Ukraine et de crise géopolitique. Oui, mais je pense qu'encore une fois, la situation a changé après les décisions qui ont été prises. Le marché anticipe une hausse de taux en septembre. Pourquoi pas d'ailleurs peut-être dès le mois de juillet. Il n'y a pas d'intérêt à la BCE d'accélérer ce mouvement et ce rythme, en tout cas de la perception des marchés, elle est ce qu'elle est. Ce que je pense, en revanche, c'est qu'on aura une forme de hawkishness passive, d'agressivité passive, si vous voulez, dans le sens où Christine Lagarde ne devrait pas aller à l'encontre de ce pricing de marché, de ces anticipations, et du coup peut-être implicitement valider l'hypothèse d'une remontée des taux dès le mois de septembre. C'est le scénario central, ça ne changerait pas grand-chose, et encore une fois, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de prendre un engagement plus ferme compte tenu de l'incertitude à laquelle on fait face, notamment bien sûr en Ukraine. On sait que parmi les objectifs officieux de la Banque Centrale Européenne, qui la distinguent notamment des objectifs de la Fed, il y a l'idée de préserver l'euro, comme on le disait à l'époque, et notamment de préserver la zone monétaire d'une fragmentation trop importante en termes de coûts de financement, notamment pour les États. Vous le disiez, Frédéric, l'arrêt des achats nets d'actifs de la Banque Centrale Européenne, c'est la condition sine qua non préalable à la normalisation future du taux de dépôt. Est-ce que dans l'état actuel du monde, est-ce que le marché obligataire européen, quand on fait les maths, est-ce que ce marché peut se passer aujourd'hui des programmes d'achat d'actifs nets de la Banque Centrale Européenne ? En tout cas, vous avez cité les 2 facteurs de risque. L'euro est trop faible probablement aujourd'hui. En tout cas, il importe de l'inflation supplémentaire et aggrave le problème qu'on a face au choc énergétique. Est-ce que la BCE peut faire quelque chose là-dessus ? Pas vraiment, si ce n'est valider ces anticipations de marché d'une remontée des taux d'intérêt et en espérant que côté Fed aux États-Unis, ces anticipations se tassent quelque peu et peut-être que l'euro-dollar en tout cas ne baisse plus. Il y a la grande inconnue des élections françaises, mais là non plus, la BCE ne peut absolument rien faire pour le moment et ne doit rien faire d'ailleurs. Et puis il y a les spreads périphériques, c'est plus important je pense, qui se tiennent bien aujourd'hui. Je pense qu'il y a une forme de complaisance malgré tout, parce que l'hypothèse implicite des marchés, c'est que si on avait un choc en France, des tensions qui ressurgissent d'ici l'année prochaine en Italie, ou des spreads qui s'écarteraient de manière plus naturelle parce que les taux remontent partout, y compris les taux allemands et français, et bien dans ce cas-là, l'hypothèse des marchés, c'est que la BCE interviendrait, comme toujours, j'allais dire, depuis 2012. Il y a, je pense, un gros risque à ce scénario de 2 sortes, de 2 aspects. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun accord et aucune forme de consensus à la BCE sur le seuil d'intervention. Quel est le seuil de douleur pour un spread italien, 200 points de base, 250 points de base ? Personne ne le sait et il n'y a pas d'accord à la BCE, donc probablement un risque de ce côté-là. Et puis si la BCE intervenait,
il y aurait un risque légal également parce qu'on est dans une situation complètement différente des précédentes. On a trop d'inflation, au contraire d'une désinflation. Et donc la justification, je pense à la Cour constitutionnelle allemande, serait difficile à trouver pour avoir un nouveau programme de rachat d'actifs dans ce cadre-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de risques et que peut-être dans ces cas-là, la BCE peut revenir à une règle de base, qui est de ne pas en dire trop, de laisser planer cette forme d'ambiguïté constructive, chère au président précédent également. Et je pense que le moins on en saura aujourd'hui de la part de Christine Lagarde sur un programme d'achat, le mieux ce sera pour le marché. Et donc, effectivement, du point de vue des derniers mouvements de marché qu'on a pu observer sur l'obligataire, c'est-à-dire l'idée que la correction obligataire a été mise en pause ces derniers jours, hein, c'est vraiment quelque chose de très récent. Frédéric, vous dites qu'il ne faut pas prendre ce signal pour acquis. Non, certainement pas. On a eu une conjonction d'événements qui font d'abord le chiffre d'inflation aux États-Unis pour la première fois depuis l'été dernier n'a pas réellement surpris à la hausse. Au contraire, on a plutôt quelques formes d'apaisement dans les tensions, notamment les véhicules d'occasion et autres. On a l'idée qu'on a enfin atteint le pic d'inflation aux États-Unis. C'est pas le cas en Europe. Et puis on a aussi l'idée que toutes les banques centrales, on a eu le Canada, la Nouvelle-Zélande qui ont monté les taux de 50 points de base, on a cette forme d'action très agressive initialement et que les choses vont ensuite se décanter et se faire de manière plus graduelle. C'est une hypothèse, c'est d'ailleurs aussi notre scénario central, mais c'est certainement pas acquis pour le marché obligataire. On peut encore avoir des grosses formes de pression et de stress, notamment parce que le quantitative tightening, la réduction du bilan de la Fed, lui, n'a pas commencé. Question politique, Frédéric, question de marché au regard des enjeux politiques de l'élection présidentielle française. Et c'est vrai que quand on est les locaux de l'étape, on se dit qu'on a peut-être une finesse d'analyse un peu supérieure à celle des investisseurs globaux. Mais je mets beaucoup de prudence par rapport à cette vérité, entre guillemets. Est-ce que le marché, représenté par les investisseurs globaux, notamment Frédéric, sait mettre un prix sur le risque, et je dis risque en toute neutralité, sur le risque d'une présidence Marine Le Pen qui succéderait à celle de la présidence d'Emmanuel Macron? Je ne crois pas, et je crois qu'il y a là aussi une forme de complaisance, on ne sait pas. La situation est tellement différente d'il y a 5 ans. Je pense que c'était, pour ma part en tout cas, une des prévisions les plus faciles à faire de ma carrière il y a 5 ans, de simplement dire que Macron allait gagner. C'est beaucoup moins sûr aujourd'hui. Et en plus, en termes de spread français, sur l'OAT française, il y a une série de facteurs qui font que notamment les investisseurs étrangers, les Japonais, sont très exposés. Je ne pense pas que les prix révélés par le marché soient effectivement un reflet juste du risque d'un vote extrême. On a évidemment les yeux rivés sur les sondages. Alors, à la marge, l'aspect le plus positif, je pense, c'est que malgré tous les risques et tout ce qu'on a pu commenter sur la campagne ou l'absence de campagne du président sortant, il y a une forme de momentum plus positif. Le fait de comparer 2 sondages équivalents, Ipsos par exemple, entre vendredi et hier, avec un gain de 2 points dans les sondages pour Macron, c'est malgré tout une tendance qui est favorable. La grande question, c'est l'abstention. Le débat télévisé, tout le monde va surveiller ça. Je pense que le stress va rester relativement important et que si ce n'est pas le cas, il y a également là un risque de complaisance avant le deuxième tour. Et quand vous dites risque de complaisance ou risque d'erreur, Frédéric, quel est-il? C'est le risque que le marché croit trop fortement que c'est un remake de 2017 et que donc Macron, dans les paris qu'on peut regarder, Macron l'emportera? Ou est-ce que le risque, et c'est un raisonnement qu'on entend, est de dire, après avoir encaissé Trump, après avoir encaissé Brexit, on peut se souvenir également de l'épisode Tsipras en Grèce, qui avait généré quand même beaucoup de perturbations. Finalement, tous ces événements ont été des parenthèses qui, en tout cas, n'ont pas conduit à des scénarios catastrophistes. Est-ce que ça, c'est un raisonnement qui est appliqué aujourd'hui aussi à l'idée d'une présidence Marine Le Pen? Oui, je crois que tous ces arguments sont valides. Et puis, paradoxalement, le risque était perçu dans le marché parfois comme plus élevé il y a 5 ans. Ce qui est faux. Aujourd'hui, le risque est plus élevé, probablement. Et ce que j'entends comme argument, c'est qu'également, même si Le Pen gagnait, elle n'aurait absolument aucune majorité au Parlement. Elle ne pourrait pas mettre en place ses mesures et son programme. Et derrière, tout irait bien et tout se calmerait. La BCE interviendra s'il fallait. Je pense que tous ces arguments sont discutables. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le prix, encore une fois, le risque, la probabilité d'une victoire de Marine Le Pen au second tour, telle que reflétée dans le marché obligataire, est sous-estimée. Merci beaucoup Frédéric, merci pour ces éléments d'analyse et de perspective de marché. Frédéric Ducrozet qui est avec nous chaque jeudi en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management.
Et Kevin Tauzet est à mes côtés en plateau pour poursuivre cette discussion de marché, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bon, question très ouverte. Effectivement, alors je notais, c'est des enquêtes réalisées par exemple auprès des gestionnaires d'actifs. BofA mène une enquête mensuelle relativement regardée par les investisseurs. Je dirais que le risque macroéconomique sur la croissance devenait le risque numéro 1 aujourd'hui dans l'esprit des investisseurs, devant le risque d'une erreur de politique monétaire. Et je voyais même que le risque lié au conflit en Ukraine et à la crise géopolitique redescendait à la 4e place. Le focus aujourd'hui pour les investisseurs, c'est la question de la résilience de la croissance, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. D'ailleurs, quand les banques centrales sont plus que jamais focalisées sur l'inflation. Qu'est-ce que ça amène comme réflexion, Kevin ? Oui, alors plusieurs. La première, c'est que ça a été dit par Frédéric, c'est-à-dire que le narratif de marché, depuis quelques jours, il est que aux États-Unis, on a passé le pic d'inflation avec publication quand même à plus de 10% sur un an glissant. C'est vrai que quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on se rend compte, notamment sur la partie cœur, évidemment, l'énergie, elle contribue très fortement à ça. Quand on se concentre sur la partie cœur et qu'on va dire isole les composantes plutôt liées à de la réouverture, les voitures d'occasion, la restauration, l'hôtellerie et les parties vraiment, pour le coup, beaucoup plus cœur, on voit que ce qui a amener, on va dire, un chiffre d'inflation un peu moins élevé que ce qui était anticipé par le consensus, c'est surtout la partie liée à la réouverture. La partie cœur, la partie la plus collante, qui sera la plus durable, elle reste sur un rythme de croissance annualisé supérieur à 5%. Donc, ce narratif de marché-là, on peut un petit peu, on va dire, le questionner, pour le dire comme ça. Ah, ouais. Sur la croissance. C'est pas évident qu'on soit au pic d'inflation, c'est ce que. Et c'est surtout que c'est pas évident que ces composantes les plus durables de l'inflation, elles suivent la même trajectoire que celles qui sont plutôt liées à la réouverture ou aux matières premières. Et c'est bien cette composante-là qui est regardée par les banquiers centraux. Après, ce que ça m'évoque d'autre, c'est que, vous le disiez, l'action des banquiers centraux, l'action attendue des banquiers centraux, les opérateurs de marché leur accordent une forme de crédibilité. C'est-à-dire que, oui, ils vont bien arriver, notamment aux États-Unis, à venir appuyer sur le frein ou mettre un peu d'eau froide sur une économie qui est pour le coup plutôt très chaude. Et donc ça, c'est bien leur objectif, c'est de venir un petit peu peser sur la croissance. Alors après ça pose d'autres questions, et notamment, est-ce qu'on peut avoir une forme d'atterrissage en douceur ou pas ? C'est la question. Est-ce qu'à un moment, l'arbitrage d'une banque centrale comme celle de la Fed peut revenir peut-être sur la croissance plutôt que l'inflation ? Parce que quand on écoute les discours, il ne s'agit plus de seulement neutraliser la politique monétaire. Certains vont bien au-delà. Il va falloir effectivement, et alors James Bullard, qui est un électron libre, on va dire, mais le dit très franchement, il va falloir casser la demande. Il va falloir casser la croissance si l'objectif est bien de ramener l'inflation américaine à 2%. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire ? Et est-ce que l'idée d'un soft landing est quelque chose d'envisageable aujourd'hui encore pour l'économie américaine, qui se porte très très bien quand on fait une photographie instantanée ? Il n'y a pas de catastrophisme de ce point de vue-là. Alors, le soft landing, donc cet atterrissage en douceur, il est souhaitable et il devrait se passer dans un monde idéal. Il est très difficile à mettre en œuvre. Donc, même avec la meilleure volonté du monde. Exactement. Et on en a eu quelques aperçus, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, par exemple. Donc, l'économie américaine, encore une fois, elle va plutôt bien. On a un marché de l'emploi. Elle crée 700 000 emplois par mois. Il y a à peu près 11 millions d'emplois à pourvoir aux États-Unis. Par contre, on a parlé de l'inflation. Cette dynamique d'inflation, elle vient aussi nourrir les salaires. Et donc, les craintes qu'il pourrait y avoir sur la croissance, je veux dire, avant d'avoir une récession économique, une récession du PIB, on verra sans doute une forme de récession des profits. C'est-à-dire qu'on aura une économie américaine qui continuera de croître, et pour autant, la part des profits, elle sera écrasée petit à petit par la part des salaires. Et éventuellement, là, on pourrait voir une forme de revirement de la Réserve fédérale, mais ça nous amène quand même assez loin dans le temps. Oui. En termes de calendrier, c'est pas tout de suite. Exactement. C'est pas pour la réunion du mois de mai, c'est sans doute pas pour la réunion du mois de juin, etc. Et puis on verra les choses en temps et en heure. Quand vous regardez les grands marchés, alors c'est vrai qu'on a noté depuis quelques jours
une pause dans la correction obligataire, avec une pause également dans le phénomène d'aplatissement de la courbe, qui est allé jusqu'à une inversion signalée déjà depuis quelques semaines. Et puis face à ça, alors on peut regarder les marchés actions comme étant toujours relativement résilients. Où est-ce qu'il y a le plus de complaisance là dans ces grands marchés, selon vous, aujourd'hui, Kevin? Alors, sur les marchés de taux, on parle beaucoup, par exemple, de la réunion cet après-midi de la Banque Centrale Européenne. Le ton devrait être sans doute relativement dur, d'autant plus parce que, je ne veux pas sembler être obsessionnel vis-à-vis de l'inflation, mais c'est vrai qu'entre la réunion de mars et celle-là, il y a eu des publications d'inflation qui ont été extrêmement élevées. Et même dans des pays qui sont les moins exposés, on va dire, à la hausse des matières premières, comme la France ou l'Espagne, qui elle, a une inflation de plus de 10%. Donc ça nourrit un peu ce point-là. Après, les anticipations de remontée de taux d'intérêt, elles sont quand même elles sont bien anticipées par les marchés. C'est-à-dire que ce qui est anticipé pour 2022 sur les taux européens, c'est qu'il y ait 2 hausses de taux en 2022. Et surtout, ça continue après. Exactement, qu'on ait même 1% de hausse de taux en 2023. Donc, est-ce qu'il y a de la complaisance sur les parties courte des courbes de taux, en tout cas clairement de moins en moins, et ça c'est vrai en zone euro et c'est vrai aux États-Unis. Après, sur les maturités un peu plus longues, comme vous le soulignez, là on pourra avoir une forme de remontée des taux d'intérêt sur des maturités un peu plus longues, par exemple sur des maturités à 10 ans, parce qu'il y a aussi un autre outil que celui de la hausse des taux d'intérêt, qui est l'utilisation du bilan. Et d'ailleurs, on a vu les courbes de taux remonter après une sortie d'une membre de la Fed. Mais Laëlle Brainard, citons-la, elle est quand même vice-présidente de la Fed. Et c'est surtout la plus dovish du board. Et dans le discours du 5 avril, elle cite Paul Volcker quand même. Et elle parle bien de cet outil, de pouvoir, on va dire, déboucler ces outils de politique monétaire qui sont non conventionnels et qui peuvent là aussi venir les banquiers centraux à faire une forme de contrôle de courbe de taux, mais dans l'autre sens. Je comprends. Et justement, si on arrive à des niveaux de peu de complaisance sur les marchés obligataires, est-ce qu'en termes d'investissement, cette correction obligataire, avec les effets qu'elle peut avoir sur le crédit notamment, offre déjà peut-être une vue plus constructive chez des investisseurs non contraints justement C'est vrai que ce qu'on a vu sur les marchés obligataires, c'est le pire trimestre qu'on a pu avoir sur les 40 dernières années. Donc ça interpelle. On peut se dire, est-ce que c'est une opportunité pour justement recharger exactement, pour entrer sur ces marchés-là. Sur les parties courbes de taux, parce qu'il y a des opportunités à être très longues, mais en tout cas, il y a beaucoup moins d'opportunités à mettre en place des positions négatives. Sur les maturités, on va dire, intermédiaires, sur ces points 10 ans, par exemple, là, il y a peut-être plus d'opportunités à avoir un biais assez défensif, parce que ces taux d'intérêt-là, ils peuvent remonter. Et puis, sur les marchés du crédit, c'est vrai qu'on a vu et la hausse des taux d'intérêt, et la hausse des primes de risque sur certains segments. Et là, on se rapproche d'une forme de valeur d'équilibre. Donc, il y a des choses à faire. Quand on fait de la gestion, comme vous le disiez, affranchie des indices, de la sélection d'obligations, là on voit quand même quelques secteurs ou segments qui se détachent. Dans le secteur de l'énergie, on a des niveaux de taux d'intérêt sur des grandes majors pétrolières européennes ou françaises ou italiennes qui reviennent sur des niveaux qui prévalaient en mars 2020. Ah oui, alors que ces boîtes-là n'ont jamais autant généré de free cash flow, j'imagine. Oui, les prix du pétrole entre au plus fort de la crise en mars 2020 était négatif en mars 2020. et aujourd'hui, ils ont quelque peu changé. Oui. Donc ça, c'est des endroits où on est heureux de déployer du capital. Il y a des opportunités. Il y a d'autres marchés comme les marchés émergents. Il y en a qui exportent beaucoup de matières premières. Ça a été largement discuté à cette antenne. Et puis, il y a aussi d'autres pays, par exemple des pays émergents aux portes de l'Europe, qui ont vu leur taux d'intérêt remonter extrêmement fortement. Des taux tchèques à 1 an, ils sont passés on va dire entre 0 et 1% à 6% en l'espace d'1 an. Là aussi, on a intégré beaucoup de choses dans cette correction-là. On voit bien le potentiel qu'il peut y avoir sur ces marchés obligataires. Qu'en est-il des actions, Kevin, des marchés actions qui paradoxalement ont presque moins corrigé que certains marchés obligataires, jusqu'à des marchés obligataires jugés sans risque. C'est vrai que le mouvement qu'on a vu depuis le début de cette année, c'était plutôt les secteurs, les valeurs les plus cycliques qui surperformaient les valeurs les plus défensives. C'est particulièrement flagrant aux États-Unis. Si on fait le ratio de ces deux segments-là, on a une surperformance des cycliques par rapport aux défensives qui est à peu près de 10% au plus haut, fin mars, début avril. On a ce mouvement-là qui s'est largement, on va dire, débouclé au cours de la dernière semaine.
ça s'inscrit dans le sillage de ce que vous décriviez, c'est-à-dire que les opérateurs de marché regardent plus où va la croissance économique, les révisions à la baisse du consensus sur les anticipations de croissance économique. Et donc, dans ce contexte-là, on a encore une fois une économie qui mature, on a moins de soutiens, et des soutiens qui ont été très puissants, notamment des injections de liquidités, les fameux programmes d'assouplissement quantitatif qui vont plus être là demain ou après-demain. Et donc ça pose des questions sur où sera la croissance demain. Et donc la partie la plus défensive, elle fonctionne bien. Et la semaine dernière, on a eu 6% de contraction décyclique par rapport aux défenses. Et ce renversement d'une semaine, c'est un signal à prendre au sérieux pour la suite? Est-ce que ça implique déjà, en termes de gestion, de stratégie d'investissement, un nouveau rebalancement des portefeuilles? Alors oui, c'est-à-dire que la décroissance en tout cas la moindre vigueur du rythme de croissance économique, il devrait perdurer. Et donc ça justifie qu'on garde et qu'on reste investi sur des secteurs défensifs, la santé, la consommation de base. Alors, il faut faire un petit peu attention aux problématiques d'inflation, parce que dans ces grands groupes qui opèrent dans le secteur de la consommation, ils peuvent aussi être impactés, mais il y a clairement des choses à faire, des valeurs de croissance possible. Idéalement pas trop endetté, parce que les taux d'intérêt et donc les coûts d'emprunt ils remontent également. Mais ça fait du sens d'avoir ce type de valeur-là dans le portefeuille. Parce qu'encore une fois, la croissance économique, demain, on peut raisonnablement escompter qu'on ne pourra pas trop compter sur des mesures de relance budgétaire aux États-Unis. Le soutien monétaire, il est clairement de moins en moins là. Et puis vous parliez tout à l'heure des chiffres de confiance des consommateurs. Les dernières enquêtes, publications de l'Université de Michigan, ils étaient plutôt orientés clairement à la baisse. Et on comprend le consommateur américain. Au début, l'inflation, c'est formidable, on peut négocier ses salaires à la hausse. Pareil sur les transferts sociaux, tout ça n'existe plus de moins en moins, et il a quand même traversé le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, et encore plus d'inflation. Donc ça ne devrait pas non plus trop aider l'économie américaine. Au global, là, en termes d'allocation d'actifs, le poids des actions reste quand même réduit. Très réduit, on peut le dire, même peut-être dans un flagship comme Carmignac Patrimoine. Oui, on a autour de entre 10 et 15% d'exposition nette au marché d'actions dans un comme Carmignac Patrimoine, donc ça reflète bien ce que je vous décrivais. On peut aller jusqu'à 50%, donc on est dans la borne basse. Exactement. Et après, si on soulève le capot, sous la surface, on panache aux investissements entre ces investissements, sur des sociétés de croissance. Encore une fois, peu endettés, donc avec quand même beaucoup de visibilité, des investissements sur les secteurs plus défensifs, puis on réduit ceux qui sont, négativement corrélés à la hausse des taux d'intérêt, et à l'inverse, on peut aller chercher aussi un peu plus de cyclicité sur le secteur de l'énergie, certaines valeurs liées à la réouverture aussi. Merci beaucoup Kevin, merci de nous avoir éclairé là aussi sur cet environnement de marché particulièrement complexe, on va le dire comme ça, avec plusieurs couches de crise qui s'empilent aujourd'hui, et des inquiétudes liées évidemment au fort niveau d'inflation et ce risque que l'inflation fait peser à terme sur la croissance économique des économies majeures. Kevin Tozek qui est avec nous en plateau, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.